Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, on va vous parler de l'image de marque et son importance. Dans le secteur à but non lucratif, c'est de plus en plus compétitif. Il y a de la confusion de marques qui arrive au quotidien. Il est important d'investir dans son image de marque. Phil a fait ses débuts, il y a plus de 20 ans, à créer des logos et la refonte des logos, et ça reste un service encore très populaire aujourd'hui. Notre approche est unique, est approfondie et plus amusante qu'on pourrait le croire. Aujourd'hui, on jase avec Amélie Côté, designer senior chez Phil, pour nous donner une vue sur le processus, les pièges à éviter et les choses essentielles à couvrir. Donc, bienvenue, Amélie. Merci. Bonjour. Donc, chez Phil, on commence avec un sondage et c'est une étape qui nous permet d'obtenir beaucoup d'informations et de commentaires de la part du client et des gens qui gravitent autour de l'organisme, et ça nous facilite beaucoup le processus de design. Ça assure aussi que le personnel et les parties prenantes sont d'accord sur la mission, la vision, les valeurs et ce qui leur différencie dans leur secteur. Ce qu'on trouve avec ce processus-là de sondage, c'est que les gens sont plus engagés dans le processus dès le départ. Ils ont leur mot à dire et souvent, ils nous alimentent beaucoup avec des choses qu'on adore apprendre sur nos clients et que même les dirigeants et les conseils d'administration sont surpris d'apprendre que les gens ont cette perception-là de leur marque et de leur organisme. Et le résultat de ce sondage-là, c'est qu'on a un résumé de la personnalité de la marque et ça nous aide au positionnement. J'aimerais savoir, Amélie, comment tu trouves que cette information t'aide à avancer dans la conception et la partie visuelle de la marque? Oui, bien en fait, c'est vraiment une étape importante. Je réalise que souvent, les employés ils ont une opinion sur le sujet et ils veulent se faire entendre et nous, on veut les entendre. Souvent, on a beaucoup d'informations sur ce qu'ils aiment de la marque, ce qu'ils n'aiment pas, ce qui fonctionne moins bien et comment ils utilisent le logo ou les éléments graphiques et c'est quoi leurs enjeux avec ça. Nous, ça nous aide à construire quelque chose qui va les aider dans ce processus-là. Ça m'aide aussi au niveau des idées et des pistes à explorer, que ce soit dans des couleurs, des formes, des styles d'image. Souvent, ces opinions-là, ben, je les prends puis je les emmagasine. Puis après ça, dans mes recherches, ça m'aide vraiment à cibler ce qui pourrait fonctionner pour eux. Et puis, ça me permet aussi d'arriver avec des propositions qui sont vraiment alignées avec leurs attentes. Puis, c'est une mine d'or, en fait, cette étape-là qui est le sondage, finalement. Ce que j'ai remarqué quand on présente les résultats du sondage et par la suite, on présente les concepts visuels, c'est que chaque personne qui a participé au sondage, il se voit un peu dans le résultat de la conception visuelle de leur logo parce que ils comprennent plus pourquoi on a choisi d'aller dans une direction ou une autre, où ils vont dire « Ah oui, ça démontre qu'on est fonceur » ou « ça démontre qu'on est innovant » ou autre. Et ça aide aussi à la partie décisionnelle quand il faut faire des choix. Puis souvent, c'est des choix qui sont difficiles parce que les gens ont des goûts personnels. Puis il ne faut pas mélanger les goûts personnels avec les objectifs de l'organisme. Tu sais, il faut vraiment mettre ça de l'avant. Donc, je trouve que tout ce processus-là nous aide un peu à aiguiser les réactions aussi des gens. Ça fait qu'on est tous sur la même page. Définitivement, je suis vraiment d'accord avec ça, oui. Cool. Une autre partie de ce qu'on fait dans l'ensemble de l'image de marque, parce qu'on s'entend que l'image de marque, ce n'est pas juste un logo. C'est l'ADN de l'organisme, c'est tout ce qui entoure le logo. Oui, il y a les éléments visuels, mais il y a aussi la façon qu'on parle de notre organisme, la façon qu'on écrit, etc. Il y a plusieurs éléments qui se retrouvent là-dedans. Puis nous, on met beaucoup d'emphase sur le guide des normes et comment c'est un outil essentiel pour les organismes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi cette guide-là est tellement critique pour un organisme? C'est super important, puis souvent,
les organismes, ils trouvent ça un peu complexe de faire ça, mais c'est vraiment important parce que ça permet vraiment de faire un usage de l'identité visuelle de façon uniforme à travers, que ce soit les employés ou les services externes. C'est c'est un document de référence avec le logo, les couleurs, les polices de caractère, les styles d'image qui sont acceptés pour vraiment pousser l'image de marque et en fait, qu'elle soit uniforme là, partout. Et Créer puis, une cohérence. oui, exactement. Ouais. Donc, plus la marque va être cohérente, plus on a de chances que la notoriété de cette marque augmente. Et donc, évidemment, une augmentation de la notoriété va probablement aider auprès du public et puis en attirer davantage. Et ils vont mieux vous reconnaître aussi quand vous allez faire, que ce soit de la publicité ou de la recherche pour des dons ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment très important. C'est vrai. Puis la guide des normes, un guide des normes, ça peut aussi aider souvent pour les organismes qui ont beaucoup de partenaires ou est-ce que leur logo est utilisé par d'autres parties et on a moins le contrôle sur comment que les gens vont l'utiliser. On sait que dans le secteur à but non lucratif, on voit beaucoup les pizzas de logo et on a souvent notre logo parmi d'autres. Donc, c'est encore plus important à ce moment-là de respecter l'utilisation du logo, comment on l'utilise en noir et blanc, comment on l'utilise en couleur, etc. Donc, tout ça, c'est inclus dans le guide des normes et on encourage nos clients de partager leur guide de normes avec tous ceux qui vont toucher à leur marque. C'est vraiment important d'avoir ce genre de Bible-là parce qu'on a déjà vu des horreurs où est-ce que les logos ont été tournés, transformés, etc. Donc, mais souvent, les clients vont dire « Ah, c'est dispendieux, rentrer de faire des guides de normes. On a reçu un prix qui était vraiment hors de notre budget. » Chez Phil, on travaille différemment parce qu'on sait, on travaille uniquement avec les OBNL, on sait c'est quoi les défis. Explique-nous un peu comment tu organises les guides de normes selon les besoins et les budgets des clients. C'est quoi les options? Bien, c'est ça. En fait, ça dépend aussi, comme tu dis, du budget. On peut offrir plusieurs options de guide de normes. Ce n'est pas obligé d'être quelque chose de 20 pages où on s'y perd. Là, ça peut être très simple. Ça peut être ce qu'on appelle un genre de one-pager. C'est une page. On a la description le logo, comment l'utiliser en noir et blanc, en couleur, en petit, en gros. On va avoir les couleurs de la marque qui sont acceptées et les polices de caractère. Fait que là, c'est comme en bref, les grandes lignes, là, les choses à respecter. Ensuite de ça, on peut avoir quelque chose d'un petit peu plus poussé. On va avoir quelques pages où on a tout ce que j'ai dit précédemment, le logo, les couleurs, les polices de caractère, mais on va aussi renchérir avec les styles d'image, les éléments graphiques, comment les utiliser un petit peu. Fait que c'est un petit peu plus poussé, mais ça reste quand même un document qui est pas trop exhaustif. Et si le budget le permet, ben à ce moment-là, on peut faire le guide complet, où là, on va avoir non seulement l'utilisation du logo en profondeur, des couleurs acceptées, des polices de caractère, les styles d'image, les éléments graphiques, mais en plus de ça, on va aussi inclure des exemples de divers éléments, comment utiliser, comment faire une affiche, comment faire des bannières sur les réseaux sociaux ou dans un PowerPoint, comment faire les cartes d'affaires, de quoi ça a l'air, la papeterie, tout ça. Fait que ça va faire partie du guide complet. Et le guide rédactionnel aussi qui était souvent inclus là-dedans aussi. Tout à fait. Le guide rédactionnel va être là-dedans. On va avoir des conseils aussi là-dedans, des choses à faire, à ne pas faire. Donc, c'est vraiment un guide qui est complet et qui va permettre aussi, si jamais, on sait tous, il peut y avoir un roulement là, de personnel et puis d'une personne à l'autre, l'information ne se transmet pas nécessairement tout le temps. Donc, c'est bien d'avoir un document de référence comme ça où la prochaine personne elle va savoir où elle s'en va avec la marque. Oui, c'est ça que je remarque, c'est que souvent, les organismes vont être
vont avoir une crainte de dépenser de l'argent à faire un guide de normes exhaustif, mais ce qu'ils ne voient pas dans les années à venir, c'est que quand il y a ce roulement-là de staff et qu'il y a ce manque d'information-là qui est passé d'une personne à une autre, c'est là que ça devient coûteux. Et quand on ne respecte pas l'image de marque de l'organisme, ça défait le bon travail qu'on avait établi. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment investir dans un bon guide de normes dès le départ parce que ça va assurer une bonne continuité de la marque, peu importe qui travaille à l'organisme ou qui utilise le logo au bout du compte. Donc, c'est bon de prendre ça en considération. Oui. Au-delà de toutes les étapes qui sont inclus dans le développement d'une image de marque, il y a une chose que je remarque souvent que les organismes oublient, c'est le déploiement de l'image de marque. Comme ils mettent tellement de focus sur de choisir le logo, les couleurs, les typos, etc. Puis là, il arrive le jour qu'il faut qu'ils changent de logo puis qu'ils mettent ça sur leurs affaires. Puis ils sont comme « Ah, on a oublié que c'est quelque chose. » C'est un projet en soi, le développement. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est de vraiment de le déployer, bien sûr, avant tout, de faire quelque chose à l'interne pour présenter la nouvelle image de marque à son équipe, à son CA, aux bénévoles, les gens qui sont les plus proches de votre organisme. C'est par respect, mais c'est aussi parce qu'on veut qu'ils embarquent, on veut que ce soit les ambassadeurs de cette nouvelle image de marque-là. Et c'est important, ils ont été là dès le départ avec le sondage et tout. C'est le fun de leur montrer le résultat de tout ce beau travail-là. Mais au-delà de cet exercice-là de partager à l'interne, il ne faut pas oublier que la nouvelle image de marque, ça va affecter les stratégies numériques. Il faut voir qu'est-ce que ça va impliquer au niveau de votre site web. Est-ce qu'il faut changer les couleurs du site web? Est-ce qu'on peut juste changer le logo en haut à gauche puis c'est fini? Souvent, ce n'est pas aussi facile que ça. Donc, il faut prévoir des budgets pour faire des ajustements sur le site web. Il faut aussi voir comment ça va affecter les réseaux sociaux. Il faut changer les images de profil, etc., les bannières. Et aussi, tu avais mentionné la papeterie, il y a des brochures, il y a des affiches. C'est sûr qu'on fait de moins en moins en imprimé, mais quand même, il y a des organismes qui ont des édifices, ils ont des panneaux, ils ont des choses qui peuvent être très coûteux à remplacer. Donc, il ne faut pas perdre de vue aussi qu'il faut faire une liste de choses à revoir qui va avoir le nouveau logo dessus. Est-ce que tu peux nous parler un peu de conseils pour assurer un bon déploiement de la marque? Oui, certainement. Je pense que c'est important dès le départ d'avoir les ressources à l'interne et de savoir c'est qui va être le porteur de ballon, c'est qui va s'assurer d'un suivi pour ce déploiement-là. Ça prend quelqu'un de responsable à l'interne qui va faire ça. Ensuite, c'est important d'avoir un excellent échéancier parce que, comme tu l'as dit plus tôt, il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de documents à convertir, il y a beaucoup de choses à faire. C'est important d'avoir un bon échéancier pour pouvoir arriver à terme et faire un déploiement qui est cohérent. Et évidemment, ça prend un budget réaliste et concret, non seulement pour l'image de la marque, mais pour le déploiement. Comme tu l'as bien dit tantôt, c'est important de garder en tête que tout ça, ça coûte des sous, fait qu'il faut le prévoir, c'est important. Et puis nous, chez Phil, on a un document ou un outil plutôt là, qu'on a développé qui va vous aider à faire ça. C'est une liste, finalement, qui va vous aider à établir c'est quoi vos priorités et dans quel ordre vous voulez les faire et qu'est-ce qu'on a à faire donc pour faire ce déploiement-là. Donc, on peut nécessairement vous aider avec ça. Oui, quand j'ai partagé la liste de l'inventaire avec un client récemment, ils ont dit « Ah, j'avais comme au moins 30% des affaires là-dessus que j'aurais oublié si j'avais juste à penser à ça
toute seule. Donc, c'est vraiment c'est une aide-mémoire, mais c'est vraiment un checklist là, pour que les gens puissent voir. Bien sûr, c'est pas toutes les choses possibles au monde, mais c'est les choses que nous, on voit très régulièrement chez les organismes. Donc, c'est un bon point de départ pour ne rien oublier. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Ben, écoute, grand merci, Amélie, pour tes conseils aujourd'hui. Merci à tout le monde qui ont regardé notre petite vidéo aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre infolettre et de nous suivre sur les réseaux sociaux pour d'autres trucs et astuces. On se voit bientôt. Merci. Merci.